putain c'est une merde. Sur les réseaux sociaux actuellement, tu tapes Avatar ou tu tapes Matrix, t'as encore des mecs en train de s'écharper. Moi j'ai eu un commentaire sur le bobine d'Avatar qui date d'hier je crois, où il y a un mec qui dit encore comment ce film est surévalué. Et il y a des mecs qui nous ont insultés parce qu'on a dit du bien d'Avatar. Il y a un type qui arrive, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais cette haine, mec, on dit ce qu'on veut et c'est souvent dans la gueule quoi, je veux dire. Bon, donc sortie de Dunkirk, Dunkirk de Nolan. Je suis avec Julien, alias Monsieur Win. Je peux dire ton prénom ou Oui, aussi. Monsieur Win qui fait des vidéos sur le cinéma qui sont plus dans l'analyse, surtout sur les blockbusters. C'est ça, je dis pas trop de conneries. Ouais. Je fais très peu de trucs à chaud, donc c'est la première fois en fait. C'est ça que j'allais dire, là t'es un peu à poil du coup, parce que là t'es pas sur une analyse profonde et t'es sur un truc instantané du ressenti. Et je me disais, vu que je viens de revenir à Nantes et que t'es nantais, que ce serait justement le bon film pour faire ça. Et je voudrais pas supposer de ton avis, mais j'espérais qu'il y ait du débat et je me disais que moi j'allais aimer et pas toi. Bon, pour moi c'est une catastrophe. Je vais te laisser commencer d'abord. Du coup pour toi c'est plus Soldat Ryan, Pearl Harbor ou Julie Lescaut? Alors, je vais peut-être commencer par les points positifs. C'est que il y a vraiment que je pense qu'il y a vraiment que Nolan qui peut sortir un film comme ça. Un concept, on va y revenir après je pense, mais il y a un concept qui peut se le permettre d'avoir du fric et sortir finalement un film aussi imposant sur la déblague de Dunkerque. Maintenant il faut voir le truc fini et c'est moi je suis fini, là, tout de suite. Est-ce que c'est fini quoi? Là tout de suite effectivement je trouve que c'est une catastrophe aussi. Enfin, sur rarement autant fait chier même devant un film de Nolan. Sa plus grande force en fait c'est d'avoir pris un film d'1h45, d'en avoir fait un film de 3-4 heures. 59. Il réussit du coup son essai théorique sur le temps, sur la durée. Finalement, il réussit une performance quelque part en faisant durer aussi longtemps. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en sortant, enfin juste après le générique. C'est en fait dans tous ces films, il y a souvent plusieurs timelines qui des Memento en fait, qui était plutôt une bonne idée d'écriture. Enfin, moi j'aime beaucoup Memento et même le Prestige. Alors le Prestige aussi, un peu moins, mais oui effectivement il y avait ça aussi où il y avait toujours plusieurs couches de narration. Il y avait je vais être là-bas. Ah oui, c'est vrai que dans Memento, tu voyais plusieurs moments. Memento, en fait, tu avais toute une partie en flashback et une partie qui se passait à rebours. C'est-à-dire que les scènes allaient les unes après les autres, ce qui fonctionnait avec l'amnésie du personnage. C'était justifié. Voilà, c'était justifié. Donc il y avait deux séquences, deux timelines qui se croisaient en fait. Donc chacune avait un intérêt narratif et finissait par se recouper. C'est par là ou par là du coup toi moi, ça va être le parking là-bas. Alors. Oui, bon, après, on peut se poser dans un coin. Puis, oui, on peut s'asseoir. Se poser là. Et même là-bas il y a du monde, on va plutôt se mettre là-bas. Mais alors attends, en plus on va revenir après parce que là en plus il reprend plein de trucs de plein d'autres de ses films. Et tu vois dans Inception ce truc où t'as l'action à plusieurs moments différents, en l'occurrence et en fait ça converge. Là il essaye de te le refaire, tu sais un mec qui est en train de se noyer dans ce truc, ça n'a aucun intérêt. C'est le gros problème, c'est qu'en fait dans Dunkerque il essaie de nous ressortir les plusieurs timelines. En fait là pour le coup c'est séparé, d'habituellement c'est séparé par des personnages. C'est toujours un personnage dans une timeline et c'est toujours une espèce de couche narrative. Ouais. Là cette fois j'ai l'impression, parce que les personnages on va dire il n'y en a pas quoi, je suis désolé mais on n'a rien à battre. J'en ai rien à foutre. On n'en a rien à péter. Je suis tout là-bas en fait. Tu couperas nos 10 d'escalier au montage. Comment il s'appelle l'acteur? Non mais même je mets des petites bribes tu sais parce que ça fait vivant. Comment il s'appelle l'acteur là du Pont des Espions Mark Rylance, mais j'aime beaucoup cet acteur. Je l'aime beaucoup, surtout même dans le Bon Gros Géant et dans le Pont des Espions. Ouais. Et là, il s'en bat les couilles. Le mec, il est intermédiaire sur son bateau, il s'en bat complet quoi. Il essaie un peu de refaire le truc avec lui, tu sais, parce que ce mec, il a un côté d'incarner une humanité, tu sais, une bonhomie, machin. Mais alors, il a même pas besoin de jouer pour être sympathique. Et pourtant, là, t'en as bon. Mais aucun Tom Hardy, mais ils existent pas les personnages. Alors ce qui est génial, c'est que je pense que Nolan s'est mis un challenge, c'est qu'il va prendre Tom Hardy, il va le faire jouer avec un masque à chaque fois. Tu vois, il reprend plein de ses gimmicks, tu vois, à la fin, alors le plan avec tous les casques, pour faire le plan avec les chapeaux. Oui, il reprend quelques gimmicks. Parce que normalement, j'ai un truc pour isoler le bruit et je pense qu'il est mis, c'est auto level, donc ça je l'ai mis sur off, low cut. Non, c'est bon. On va se mettre au cul. Ouais, on va se poser. J'ai pas de bière, mais ça aurait été. Ouais, ça va.
Alors Tom Hardy ne grogne qu'une seule fois dans le film. J'étais très déçu. À la toute fin, quand son avion, je spoil pas non plus, mais il grogne une fois. Mais bon. Alors, il manque aussi le Of course, Mr. Wayne. Il a un petit peu la voix de canard quand même. Hein. C'est Tom Hardy après. Rien d'autre. Bon, bah, Ah oui, qu'il y ait 3 timelines. Moi sur le principe, l'idée qu'il nous fasse un film. Au tout début, je pensais que c'était en temps réel, quasiment sans aucun dialogue. C'est vrai que c'est quand même. C'est assez culotté. C'est assez culotté pour Nolan, c'est-à-dire qu'il se met quand même plein de bâtons dans les roues. Donc rien que ça mérite quand même. Peut-être pas d'aller le voir, je sais pas. Après, c'est à chacun de se faire son avis. On sort de la salle, ça se trouve. Le film va mûrir aussi. Oui. Mais avec un concept théorique comme ça. Bon, il y a quand même une idée, c'est d'essayer de se mettre un peu. Il se met dans la merde. Ça, on peut pas lui enlever ça. Ouais. Chaque timeline est située géographiquement. Une dans l'air, une sur la mer. Donc celle dans l'air, c'est Tom Hardy avec son avion, qui est un chasseur anglais, donc qui zigouille des chasseurs allemands pour protéger les bateaux. C'est juste là. Même ces scènes de bataille aérienne, les dogfights, ils sont chiants comme la mort. C'est une catastrophe. Oui, pour vous dire, c'est 3 couches narratives. Du coup, en fait, c'est que t'en as une celle donc qui se passe sur Terre. Sur Terre, c'est 2 soldats qui cherchent à se barrer en fait et qui chaque fois qu'ils remontent dans un bateau, ils coulent. Désolé pour eux. Ensuite, il y a le bateau donc de Mark Rylance qui part de l'Angleterre, qui rejoint Dunkerque pour aller chercher des soldats. Avec son petit bateau de avec son petit bateau, le Moonstone, un petit bateau de plaisance, ouais. Et Tom Hardy, du coup, qui dans son avion, lui, sert de force armée pour empêcher les bateaux de se faire tirer dessus. Donc une dans les airs, une sur mer, et le souci c'est que ces 3 timelines sont pas eux-mêmes. Dans les airs, je crois que c'est 1 heure avant. C'est ça, t'as 1 heure. Ah, pour toi, c'est parce qu'en fait, ils précisent à chaque fois qu'ils montrent les trucs. Il y en a une, c'est 1 semaine. J'ai mis facilement la moitié du film à comprendre en fait ça. Au début, je disais pourquoi il y a marqué 1 semaine, pourquoi il y a marqué 1 journée et pourquoi il y a marqué 1 heure. En fait, il y a 3 panneaux pour bien t'expliquer que ça c'est la partie qui se passe sur Terre, c'est marqué One Week, un truc comme ça. Ouais. La partie qui se passe dans la mer, c'est marqué One Day, je crois, et puis l'autre dans les airs 1 heure. Ouais. Et je dis alors c'est quoi, c'est 1 heure avant la bataille, un truc comme ça, enfin. La fameuse bataille ne vient pas. En même temps, il y en a pas. Enfin, après tout, pourquoi pas, je veux dire. Encore une fois, un truc audacieux. C'est un film de guerre, bon, sans effusion de sang, ça c'est peut-être un manque de couilles, j'en sais rien, mais sans bataille. À la limite, ça c'est pas non plus Oxo Ridge, quoi. Ça appelle pas non plus à une boucherie à la fin. Mais ça appelle quand même à un climax, ça appelle à quelque chose qui vient clore un peu. Mais en fait, il y a ces scènes-là, elles sont là, c'est juste qu'on en a rien à péter, en fait. Il y a bien une espèce de bataille à la fin, mais c'est tellement filmé, c'est filmé par Nolan. Nolan, c'est quelqu'un qui va avoir des concepts, des idées d'écriture, par exemple, ces 3 timelines qui n'ont aucun sens. Franchement, il y a un moment, elles sont censées se rejoindre. Et il faut quand même, encore une fois, que ce soit cette espèce d'abomination de Hans Zimmer qui sert de bande-annonce du film, qui nous indique que le temps se déroule différemment. C'est un moment, on entend des bruits de chronomètre. T'entends un bruit de clic-clac. Ouais, c'est ça, ouais. Alors forcément, c'est la subtilité. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va arriver, la musique est fait ton, 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 ton. Il y a même un moment, c'est limite, c'est du cartoon, c'est ton, 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 ton. C'est pas possible. Et ça se coupe de façon abrupte, mais tu vois, ce truc déjà il veut te faire une scène où tu sens qu'il a voulu mettre une tonne d'émotion à la fin, où là la musique est plus lente, etc. Déjà, je le problème dans Interstellar avec cette scène où McConaughey voit la vidéo de sa fille et fond en larmes. Alors pour moi, c'est la meilleure scène du film. Super bien interprété, etc. Et pour moi, ça ne tient pas parce que cette histoire tu vois, il s'est dit les trous noirs, ce qui est génial, c'est la dilatation du temps, etc. Ça ne fonctionne pas. Pour des erreurs, alors je sais pas si c'est des erreurs d'écriture. En l'occurrence, je n'ai pas du tout ressenti qu'il y avait 27 ans de passé pour le reste des gens. Quand ils rejoignent leur pote, le black qui est resté dans le truc, il n'a pas l'attitude d'un mec qui vient de passer 27 ans où je peux en aller tout seul. Ça, c'est l'autre problème. Après, la séquence en elle-même, sur Interstellar, elle marche, je trouve, à l'écriture. C'est-à-dire que le fait qu'il retrouve tous les journaux de sa fille, il la voit grandir en étant absent, c'est limite la première fois dans un Nolan où il y a vraiment de l'émotion. Depuis longtemps, je veux dire. Il y en a, je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un de totalement insensible, mais c'est quelqu'un, à un moment, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu trop regardé de nombril, qui s'est dit, je suis en train de... malgré lui, peut-être, est en train de devenir un grand nom du cinéma, pour moi, malgré sa mise en scène, parce qu'il est pas... pour moi, il a pas le talent, en tout cas, il fait des téléfilms. Il y a rien là, putain, mais fais bien, tu vois, tu faisais téléfilm tout à l'heure avant qu'on aille voir le film, je dis ouais, un peu mauvaise foi, etc.
Là, pour moi, c'est du. Il y a absence de mise en scène. Bah, en mise en scène, globalement, il y a absolument, tu reconnais pas de pattes, il y a pas de point de vue, il y a rien. Il y a quelques plans larges, tiens, c'est la première fois. Il y a des courtes focales et qui sont très belles. Il y a les plans aériens, les plans aériens sont très sympas. C'est peut-être les seuls moments, et c'est peut-être la première fois dans un film de Nolan, je me dis putain, en IMAX ça peut donner. Ouais. Mais en même temps, faut se taper. Je pense qu'il y avait des trucs sympas en IMAX. Interstellar, il fait la même chose en fait dans les dogfights que dans Interstellar, et Interstellar, ça m'avait profondément gonflé. C'est-à-dire qu'il peut pas s'empêcher d'accrocher ses caméras partout et surtout aux appareils. Interstellar, c'est un film qui se passe dans l'espace. Tu parles de ce truc d'arrimage là où ça tourne. C'est ça. Mais même pas forcément ça, c'est que il doit y avoir une seule caméra dans tout Interstellar qui est un plan large dans l'espace qui n'est raccroché à rien. C'est que toutes les caméras sont elles sont tangibles en fait. Dans un film où on t'explique que, dans un film qui se termine par quelque chose littéralement à la 2001, c'est-à-dire quelque chose qui doit dépasser l'entendement humain. Ouais. Et ça se passe dans l'espace, dans un endroit qui est hostile. Moi, je pense à un film, un chef-d'œuvre justement qui est sorti, Gravity, où aucune caméra est fixée, et toute la caméra est en apesanteur constamment, et on est constamment dans l'espace, on le ressent. Ce vertige, tu vois, de claustrophobie alors que tu es dans l'espace. C'est-à-dire qu'à un moment, Nolan est dans un espèce de film, il veut faire une espèce de trip métaphysique, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a un moment, il faut savoir lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, partir aussi dans des délires. Kubrick, à la toute fin, il n'y a pas d'explication tangible. Il voulait juste un vortex qui... Le 2001 est une expérience sensorielle, pas intellectuelle. Mais il veut le faire en plus, Nolan, avec le Tesseract, machin, sauf qu'il veut tout expliquer. Il explique tout. C'est le problème quand je compare. Tout est tangible. Il t'explique que c'est l'humanité qui est venue dans le futur, tout ça. Ouais. Mec, on s'en fout, on a envie d'avoir un petit peu d'avoir peur ou d'être fasciné en fait. Non, mais surtout d'avoir de l'inconnu. C'est-à-dire, dans 2001, l'un des principes du film, en tout cas j'imagine, c'est de nous faire ressentir. C'est pour ça que, nous faire ressentir les dimensions de l'univers, nous replacer nous dans l'univers. Ouais, et c'est pour ça qu'il fait des plans extrêmement longs, parce que dans l'espace, le temps ne fonctionne pas de la même manière que nous, la perception est différente. Il fait des ellipses de malade, parce que nous, on n'est qu'un clin d'œil face à l'histoire de l'espace. Aussi en termes d'espace que de temps. En fait, littéralement, les personnages font des pas de fourmis dans un univers immense. Et à la toute fin, le personnage fait un bond qui dépasse à peu près tout ce il transcende l'être humain. Il transcende tout ce que l'être humain peut faire. On n'est pas censé comprendre ce qui se passe à la fin, on n'est pas censé intellectualiser ça non plus, on est censé le vivre. Nolan est infoutu de faire vivre quoi que ce soit. Et le gros problème parce qu'il y a toujours un gimmick d'écriture, il y a toujours un scénario, une idée derrière sur lequel il pouvait se reposer avant. Quelque chose qui fait que le film, même Interstellar, je suis pas spécialement fan, mais bon. Parce qu'une moi tu vois, l'exemple genre c'est Inception par exemple, qui moi l'idée est excellente, j'étais fou là-dessus. Et tu vois, son côté rationnel, voir tout expliquer, le mec te prend les rêves, quand même le truc, tu vois, propice à l'onirisme, etc. Je propose qu'on rentre dans la... Il commence à pleuvoir, donc on va se... Et donc on est passé dans la voiture parce qu'il pleuvait. Et ouais, donc je disais, il prend les rêves, qui est un truc propice à l'onirisme, un truc un peu fantasme, etc. Alors c'est des rêves de CSP+, c'est de l'immeuble. Oui, bah ouais. Non mais surtout, c'est des trucs, on dirait les plans de Tree of Life quand ils sont dans les buildings complètement déshumanisés. Le mec, il a les rêves, il fait ce qu'il veut, il te fait des fusillades dans des buildings, quoi. Et tu vois, c'est toujours le problème de vouloir tout expliquer, rendre tout rationnel, etc. Mais alors là, je vois même pas. C'est un plan avec les amis, avec nos potes, on en parle pas mal. C'est la fameuse préparation, c'est qu'il y a un setup de malade quand même dans Inception. Et à un moment, tu as la séquence avec la ville qui se plie, on te parle de labyrinthe, on te montre des trucs super élaborés. Et les limbes et tout ça. Et les paradoxes. Et il y a ce moment où je sais plus quel personnage est en train de courir dans un escalier. Et à un moment, l'escalier devient une espèce de perspective d'échelle. Et Joseph Gordon-Levitt, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc il se retrouve au bord de son espèce de petit labyrinthe là, et il dit paradoxe. Mec, putain, non seulement on l'avait compris, mais ça fait 1 heure qu'on attend que tu nous fais des trucs comme ça, et tu nous fais juste un machin avec un escalier, alors qu'avant tu nous montrais une ville qui se plie. Tu nous promets des labyrinthes et tu termines sur une putain de piste de ski avec un truc à la James Bond, quoi. Et c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs en 10 fois mieux, et constamment. Là, le problème, moi, Dunkerque, j'y suis allé. Là encore plus, hein. J'y suis allé en essayant de me sortir de la tête le soldat Ryan, sachant très bien que c'était Nolan qui réalisait. J'ai essayé de me sortir de la tête, et ça a été 10 fois plus dur, surtout sur le plan où le soldat au tout début arrive sur la plage. J'ai essayé de me sortir le plan séquence de Reviens-moi de Joe Wright, qui est un plan séquence qui doit durer facilement, 5-6 minutes. C'est un plan séquence de fou, montre je crois que c'est le même événement, la débâcle de l'armée anglaise. Et qu'il arrive tout seul et qu'il voit toutes les troupes. Il arrive dans une espèce de séquence
quasiment apocalyptique avec il n'y a pas un dialogue, tu vois le protagoniste en fait arriver sur une plage avec des soldats en pleine déroute qui sont en train de picoler dans un coin, d'autres qui sont en train de faire les cons, une chorale qui chante, ils sont en train d'abattre les chevaux, enfin avec un décor derrière, et c'est un plan séquence, c'est-à-dire que tout a été fait en one shot, il y a quasiment très peu d'images de synthèse, je crois qu'il doit y en avoir un peu, mais gros dispositif. c'est c'est Joe Wright, hein, c'est un fou furieux, mais voilà, là c'est juste un plan dans un film. Alors c'est un plan séquence, il est assez long, mais c'est quelque chose, c'est quoi? C'est 10 minutes sur un film beaucoup plus long. Là, en 1h45, qui paraissent durer 3 heures, c'était interminable. Il n'arrive jamais à nous faire ressentir quoi que ce soit. Alors après... Il n'y a pas une idée de cinéma... C'est pas sa volonté. Je pense que la volonté dans Dunkerque, c'est d'essayer de faire monter la tension. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, tout du long. Oui. La musique, tu vois à quel point c'est artificiel, qui force là-dessus, c'est ce qu'il veut faire. C'est à peu près... T'enlèves le score, tu vois juste des mecs marcher. Moi, ce qui me fait un truc génial, c'est comment il s'appelle, Kenneth Branagh, qui joue un amiral, qui joue un mec de la Navy. Voilà, je sais pas s'il est amiral, mais en tout cas, il est... Celui qui dirige la mission d'évacuation sur place, quoi. Voilà, c'est lui. Et donc, je pense qu'on peut tracer un petit cercle autour de ses pieds pendant tout le long du film. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas de ce putain de point. Et lui, sa timeline dure 1 semaine, je crois. Donc, en fait, il bouge pas de ses 2 pieds. En fait, il reste toujours là. Alors, je sais pas si c'est une volonté, pourquoi pas, après tout. Mais c'est juste qu'il est toujours fixé ici. Il fait aucun pas, rien. Mais tu vois, il y a des moments où tu peux légitimer des erreurs en disant, moi je disais bon allez, il a voulu faire ça, mais non, parce que il y a rien, tu vois, comme tu dis, il y a aucun affect sur les personnages. Je vois même pas ce que ça peut raconter, et même son truc théorique sur le temps ne fonctionne pas non plus. Bah en fait, je pense que ça se parasite. C'est que dans l'idée, le fait de ne rien dire, moi je trouve que la séquence d'ouverture marche pas trop mal. La séquence où on suit juste le soldat qui arrive sur la plage, on comprend tout ce qui se passe, il n'y a pas une ligne de dialogue. Il n'y a pas rien de prononcé. Il y a un texte sur un journal, enfin un petit papier quoi. Oui, voilà, c'est tout. Mais le tout début, c'est quasiment sans dialogue. Ou alors c'est juste pour dire je suis anglais, tirez pas, des choses comme ça. Et donc le personnage, on le voit franchir un barrage, sortir d'une ville, franchir un barrage pour retourner sur la plage sur laquelle va se passer la majorité de l'action de tout le film. Et voilà, on le voit essayer de s'incruster dans les files d'attente pour les bateaux, etc. Là, pour le coup, le film commençait pas trop mal. Je me dis, bon, pourquoi pas, le personnage, on n'a pas forcément besoin de savoir d'où il vient, il n'a pas besoin d'avoir un passé, d'être lâche ou quoi que ce soit. L'idée que le personnage puisse se révéler dans l'action, c'est une très bonne idée. Et c'est quelque chose qui, je pense qu'il prend un risque, Nolan, là-dessus. Ouais. Il prend un risque à faire ça. Surtout qu'on l'attend pas à faire ça, parce que ça ressemble pas à ce qu'il a pu faire avant, en l'occurrence, tu vois. Après, s'affranchir du langage. Ouais. Limite, en fait, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire, c'est reprendre le film quand il sortira en Blu-ray ou en n'importe quoi. De le remonter. Et de le remonter en fait en temps réel, voir ce que ça donne. Si vous êtes capable de comprendre la timeline. Parce que c'est abscon. Enfin, j'ai pas compris moi. Il n'y a aucun repère. C'est-à-dire qu'au moins il m'a fallu quand même facilement 45 minutes. Alors je serais je sais même pas si c'est 45 minutes, mais le temps est dilaté. J'ai l'impression qu'il m'a fallu au moins 3 heures pour comprendre qu'en fait tout ne se passait pas au même moment, parce qu'à un moment on voit Cillian Murphy, donc qui se fait récupérer au début sur un bateau, et on le revoit. Et on le revoit après dans une séquence qui s'est passée avant. Donc j'ai mis quelque chose comme mais oui, en fait ça se passe pas aux mêmes temporalités. Et c'est là que j'ai compris les cartons au début. Bon alors je suis peut-être là en la détente aussi, mais il m'a quand même fallu au moins tout ça pour comprendre que le temps était décalé. Sauf que passé ce délai-là, je ne savais plus en fait ce qui était qui était avant quoi en fait. J'essaie de faire un schéma. La seule chose que je me suis dit, oui, alors en fait les 2 soldats ça se passe avant, et donc tout ce qui se passe sur le bateau c'est après. Mais alors le dogfight c'est quand? Et ça se place quelque chose comme 5 minutes, un petit peu après. Ouais, c'est un petit peu plus tard. Et le temps que tu remettes tout ça bout à bout, tu t'intéresses pas vraiment à ce qui se passe. Moi, il y a un moment, j'ai lâché prise parce que ça demande un effort constant. De repères. En fait... Déjà, les repères spatiaux, parce que le problème, c'est qu'encore une fois, comme je dis, il fait ça géographiquement. Et comme je disais, le fait qu'il a cette manie de fixer ses caméras tout le temps, les dogfights sont filmés quasiment à l'intérieur du cockpit, ou alors avec une caméra au cul de l'avion, et tu suis toujours un bout d'avion. Il n'y a vraiment aucune caméra dynamique, rien. Il y a aucune volonté de faire du spectacle. Alors à la rigueur, qu'il fasse un dogfight entièrement filmé à l'intérieur d'un cockpit, pourquoi pas, mais qu'il fasse le truc au bout, parce que là pour le coup il y a zéro tension.
Les dogfights sont d'une mollesse, j'ai jamais vu un truc pareil quoi. Il fait tourner sa caméra pour te donner l'impression, c'est hyper artificiel. Il y a des panoramiques, quelques-uns, alors tout est très lent, il y a des moments où... C'est vrai que la lourdeur que je trouve progressive de plus en plus dans le cinéma de Nolan, là c'est un... Je sais pas comment le film va être accueilli, je sais pas... Limite, moi, les mecs derrière nous avaient pas l'air... Moi j'ai entendu un mec dire, quand tu vois et que tu dis ok c'est ça le climax, quand t'as Tom Hardy qui revient, etc. Le mec t'a fait putain c'est nul. C'est vrai que le film est extrêmement déceptif parce que tu t'attends, effectivement il essaie de monter une tension tout du long. La musique de Zimmer, enfin quand je dis musique je me comprends. Non mais quel score de merde quoi. Ouais. Après Zimmer pour moi il a toujours, il y a quelques rares moments où il a fait des trucs sympatoches mais depuis quelques années il chie sur ses synthés quoi. Hein. Ouais. Et là je pense qu'il a torché ça en une matinée. Enfin, non mais là c'est bon, tu me fais un truc avec le temps, alors tu vas mettre un petit tac-tac pour que les gens comprennent parce que je suis pas sûr de mon monteur. Il met trois petites notes de piano histoire de dire ouais attention je fais un film intelligent mais voilà ça se trompe personne. Je pense qu'il va être même mal reçu en fait parce que tu vois, moi le cinéphile, il y en a quand même beaucoup qui commencent à marre de Nolan, mais le grand public va être le truc déceptif. Il va attendre une bataille, il va attendre quelque chose. Alors, je veux dire, moi je comprends pas que quelqu'un puisse être ému quand les personnages n'existent pas en fait. Il n'y a pas grand chose à se raccrocher en fait, c'est vraiment le problème quoi. Moi enfin là, je suis allé voir, il y a Baby Driver qui sort aujourd'hui. Moi je l'ai vu en avant-première il y a 2 semaines je crois. Et bon, les films sont probablement pas comparables, mais là tout de suite je dirais que c'est l'extrême inverse. C'est un film qui au contraire va te mettre un rythme extrêmement musical, va te coller dans le siège baquet d'une bagnole et tu vas pas en sortir pendant... Enfin, là pour le coup la durée est beaucoup plus courte, c'est-à-dire que ça passe beaucoup plus vite quoi. Mais si du coup c'est légitime la comparaison parce qu'il y a quand même quelque chose, là il veut faire quelque chose sur le rythme aussi. Donc c'est légitime de les comparer. Je sais pas trop ce qu'il veut faire quoi. Je pense qu'il essaie de se mettre en danger et sortir de sa zone de confort. Oui, et pour le coup c'est plutôt louable, sauf que du coup il se plante complètement. Je veux dire là il a rien, il a aucun filet et il s'écrabouille quoi. Tu te rends compte que du coup le seul truc qu'on trouve de positif c'est bien essayé quoi. Enfin c'est audacieux quoi. Il a tenté un truc. Habituellement, moi, ça me suffit à aller voir un film. Qu'un réalisateur tente quelque chose, même s'il n'y arrive pas, ça me suffit à aller voir le truc et à me dire ok, c'est pas tip top, mais au moins il a essayé. Et là, j'avoue que c'est quand même méga chiant. C'est vrai que l'ennui. S'il y a bien un truc auquel je ne m'attendais pas, c'était de me faire chier. En fait, dit quoi qu'il arrive, je me ferai pas chier. Les premiers retours les rares retours, j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais j'ai cru lire à droite à gauche que c'était une séquence de bataille pendant 1h45. Ouais, un climax constant quoi. Voilà, moi je veux bien, ok. Sauf que là, il n'y a aucune scène climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien, aucune tension, les dogfights sont plats, il y a vraiment que la musique de Zimmer qui est là, et c'est quand même triste à dire, si elle n'était pas là, ce serait le coma au bout d'une heure quoi. S'il n'y avait pas, tu te dirais ouais ok c'est encore l'intro quoi. C'est quand même la première fois où je suis content que Zimmer ait une bande originale de Zimmer. Putain c'est vrai que tu l'enlèves. Tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Tu ne comprends plus déjà rien. Tu comprends plus rien, tu es complètement perdu. Tu sais pas par exemple qu'il y a un bombardier qui va arriver. Les bombardements sont hors champ, c'est-à-dire que la plupart des séquences qui pourraient être un minimum. Je lui reproche même pas de faire de l'anti-spectaculaire, enfin pourquoi pas, mais mec, fais-nous pas une scène de tension pour juste 3 pétards dans l'eau hors champ, c'est-à-dire qu'il y a quand même des explosions, tu vois un petit bout sur l'écran et tu vois juste les soldats se baisser. Il y a ce fameux plan qui est censé être spectaculaire, qui était dans la bande-annonce, filmé c'est pas en longue focale. Il n'y a pas de tension. À la limite, dans la bande, tu disais, il va se passer un truc après. Moi, ce truc m'a rendu enthousiaste. Je me dis, ouais, là, il va y avoir une idée, tu vois, il va y avoir un truc. À la limite, c'est vraiment les plans les choses qu'il ne fait pas habituellement, c'est-à-dire les plans en courte focale sur tous les figurants, qui sont les plus impressionnants. C'est-à-dire qu'à un moment, il gère quand même on est sur des plages qui sont les plages de Dunkerque, c'est plat, il n'y a rien. Donc tu peux pas vraiment tricher, il fait des plans larges dessus et pour le coup l'espace est pour une fois bien occupé avec plein de figurants à perte de vue et c'est des plans qui sont impressionnants, sachant que c'est quand même, je pense à Dark Knight Rises, il se félicitait de ne pas avoir de figurants numériques parce que lui il fait du vrai cinéma, de la vraie pellicule, l'artisan, des vrais décors, des vrais gens et c'est pour de vrai et mes couilles voilà. Et sauf que tu as l'impression qu'il y avait une centaine de personnes dans l'écran alors que finalement tu avais beaucoup plus de figurants, c'est-à-dire qu'en fait la façon dont il filmait amoindrissait ce qu'il y avait sur le plateau. Il réduisait à néant ce qu'il voulait faire son dispositif. Que là pour le coup sur ces plans là c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as quand même le sentiment d'avoir plusieurs des milliers de troupes. C'est ça. Et c'est bien les seuls moments, et ils sont rares, les seuls moments où tu te dis effectivement là le film est beau.
À défaut d'être palpitant, là il y a un truc qui est un plan qui est sympa. Même au tout début, le plan avec les 2 hampes de drapeau qui ferment un peu en avant-plan, et tu vois tous les soldats derrière qui attendent au bord de la plage. Où il te le fait en reculant, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on te fait en avançant et tout, tu vois, c'était cool ce truc. Bon, ça, à la limite, tu dis, ouais, bah oui, mec, si tu nous ressors des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais non, après, il fait des trucs en gros plan, puis c'est chiant. Puis, le truc. Je veux dire, les gens qui sont déplacés pour aller voir ça en IMAX, je suis désolé pour eux, mais. Putain, mais merde. Ils ont dû prendre leurs pieds sur 3 plans, c'est tout, mais le reste, c'est du téléfilm, et du téléfilm, enfin, c'est chiant, quoi. C'est pas construit, c'est pas. Il y a ni propos, ni cinéma, en fait, quoi. Il y a une tentative. Encore une fois, bon là, on est à chaud. Hein. Mais c'est 20 quand même, je trouve. Ouais, non, franchement, le sentiment à la sortie, c'est quand même. C'est tout ça pour ça. Je me dis, ce film n'avait aucun intérêt. T'as pigé en fait que le climax est passé juste après, quand les personnages rentrent, sans spoiler, mais quand tu retournes en Angleterre, en fait. Ça, tu dis, ah putain, ça y est, c'est fini. Ah ouais, je me dis. Ah ouais, donc là, c'est le truc genre, bravo les gars, vous êtes à la maison, vous allez boire un thé. Ah putain. Donc je pense que. Alors, encore une fois, là, on va jouer à Madame Soleil, mais quelle va être la réception? Je pense que la réception publique, à mon avis, sera pas très bonne. Je pense que les gens vont se faire chier. Je vois pas comment. J'ai du mal à imaginer. Alors, peut-être, je sais pas, on était peut-être pas dans une bonne disposition à voir, mais à mon avis, les gens vont se faire chier, quoi. Mais même le spectateur lambda, entre guillemets, tu vois, Nolan, c'est le mec qui déplace des foules, c'est le mec le plus populaire qui arrive à faire passer ses blockbusters, qui est pas quelque chose de péjoratif, hein, mais pour des films d'auteur, tu vois, auprès de beaucoup de gens. Bah moi, au contraire, j'ai envie d'encourager ça. Je crois que j'ai vu un post d'Arnaud Bordas qui est sorti cet après-midi, qui n'a pas vu, qui a vu Baby Driver, mais qui n'a pas vu le Nolan, mais qui disait quand même, ça reste quand même limite des mavericks en fait dans l'industrie hollywoodienne, c'est-à-dire que c'est des aliens. Un mec comme Nolan, ça ne se fait plus. Cette espèce de truc hybride. Un mec qui est capable tout seul, je veux dire, un type qui est tout seul capable de porter un blockbuster, parce que c'est un blockbuster, hein, c'est un film de guerre, c'est pas non plus c'est pas familial, mais c'est pas non plus horrifique tout ça. Ah non, du tout. Dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire, tout le monde peut aller voir théoriquement le film. Si vous avez envie de vous faire chier, évitez. Mais... Non, mais parce qu'en plus, c'est même pas dur. Il n'y a pas de violence explicite visuellement, mais même psychologiquement, il n'y a rien de dur. C'est pas le soldat Ryan, ou le soldat Ryan, effectivement, t'en ressors quand même de la première demi-heure, t'es lessivé. Tu t'es pris en plus la guerre comme tu ne l'avais jamais vu avant. C'est-à-dire que quand Spielberg fait un film, généralement, derrière, quand il s'attaque à un genre, le genre est changé à jamais. Mais il crée le classique. Quand il fait un film de guerre, il change tous les classiques. Quand il fait un film d'aventure, il change tous les classiques. Tous les films après, finalement, ne sont que des... Et là, là non, là, je pense pas qu'il y aura de film post. Hein. Mais non, mais moi en plus je me disais, Nolan, il va faire un truc sur la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est un truc qui est déjà éculé, tu vois, les grands réals l'ont fait, etc. Il va avoir quelque chose à raconter. Et moi j'avais cette foi, cette conviction, il a quelque chose à dire de nouveau qui n'a jamais été vu, jamais été fait. Et même sur l'immersion, tu vois, mon autre petit espoir c'est l'immersion. Il suffit juste de voir, je veux dire, ça shaky cam là, ça sert à rien. Désolé, le plan, tu sais, toute la séquence vers la fin avec le sniper où t'as le mec qui est blessé par terre et où, putain, t'y es quoi, t'as la pluie qui te coule dessus, t'étais vraiment au cœur de l'action. À aucun moment je me sens avec eux. Non. Et je vois pas ce que tu dis du cinéma post ça, non. Autant Interstellar, je me dis qu'il va avoir une influence. Tu Interstellar, vois, je pense encore une proposition audacieuse, quoi. On va faire un thriller sur des trous noirs. C'est faire un film de science-fiction. Alors moi, c'est un truc que j'aime pas trop, science-fiction sérieux. La science-fiction, c'est sérieux, hein. Même si c'est de la gaudriole dans l'espace, tu peux faire ça sérieusement. Starship Troopers, c'est sérieux. Voilà, et pourtant c'est une espèce de gros, c'est un emballage de grosses pantalonnades dans l'espace, avec les Barbies qui se font passer au mixeur, mais derrière c'est Verhoeven, il y a une raison, je veux dire, le mec qui te fait... lui en l'occurrence il a un truc à raconter, tu vois, il a plein de trucs à raconter. Il a un truc à raconter, pour le coup Starship Troopers c'est le film qui réussit à te faire attacher à des personnages absolument détestables, c'est vraiment Ken et Barbie. Et qu'en plus ils pensent qu'à leur gueule. Tu vois que c'est cynique, tu vois qu'il y a un côté vraiment, regardez, on les fout, et pourtant les scènes sont palpitantes, et pourtant t'es dedans. Et c'est toujours ce qui m'a fasciné dans Starship Troopers, c'est cette espèce d'équilibre. Il est toujours sur une corde. Il pourrait tomber dans le film ultra cynique. Il pourrait tomber à l'inverse dans le film ultra patriotique. Et il est toujours sur la corde. Et toujours vraiment, il reste toujours sur son cap. Parce qu'il soigne ce qu'il fait, tu vois. En fait, si par exemple la séquence Clem to Drop, machin, où ils atterrissent, si elle n'était pas soignée, cette post réussie, ce serait uniquement cynique. Ce serait une pastiche et tout. Il fait des vraies scènes d'action. C'est-à-dire qu'il il veut vraiment faire du cinéma.
Et il y a un gros côté pastiche, mais en même temps derrière ça reste palpitant quoi. C'est du ultra vomite quoi. C'est les mecs qui font des blagues débiles, mais en même temps la musique est cool. Moi du coup je pense à merde Tenacious D, tu vois, où les mecs savent chanter, ils savent jouer de la guitare. C'est derrière tu vas voir pour la blague et en même temps tu vas voir pour. Bon là Starship Troopers ça va plus loin que ça évidemment. Là Dunkerque c'est du Nolan quoi. Je pense que c'est du Nolan qui est arrivé au bout de son... ouais, il est au bout de... Tu vois en fait dans le sens il s'attaque à des genres nouveaux à chaque fois, il veut faire son film, il essaie de faire un classique ou un truc nouveau, tu vois, il s'attaque au truc où il faut être solide quoi, la SF, le film de guerre, etc. Il va faire quoi après? Il va faire un film de deux. Il s'attaque à un genre qui nécessite de la spatialisation. Un truc tout con, c'est que il y a un moment il faut savoir d'où les gens tirent. Si tu fais un film de guerre, il faut un moment un minimum savoir gérer l'espace. Déjà n'importe quel film d'action, tu vois, là où McTiernan par exemple était brillant, etc. Toujours tu sais où ça se passe. C'est ça. Et s'il veut te faire perdre tes repères, il le fera et il trouvera un moyen de le faire qui sera un moyen cinématographique. Ce sera pas juste une pauvre shaky cam sur un personnage qui court. Ou un panneau. Voilà. Donc, ouais, je pense que. Alors après, faut voir la suite de sa carrière. Faut voir la réception du film, faut voir ce que ça va donner. S'il se mange une veste, peut-être qu'il va revenir à des projets peut-être un peu plus. J'allais dire presque personnels, parce que là, ça fait quand même des. J'ai pas l'impression qu'il avait envie de tourner ça en fait, il y a aucune vraie envie derrière. C'était quoi? C'était l'envie, tu crois, de faire un dispositif, tiens on va remonter des vrais avions, je pense qu'il y a un petit côté, un petit syndrome Villeneuve, il a besoin de montrer que c'est un grand cinéaste et donc il s'attaque à des sujets, il va faire son film de science-fiction sérieux parce qu'il faut faire le truc à la 2001, il va faire son film de guerre parce que il coche les cases, un peu aussi à la Ridley Scott. Ridley Scott c'est un mec, là il refait des aliens mais c'est pas tant qu'il refait il revit ses gloires passées. C'est quelqu'un qui est persuadé maintenant qu'il a un nom, même pas, non, c'est un grand, c'est le mec il a fait deux chefs-d'œuvre, voilà. Donc maintenant son nom est au Panthéon et il doit être à la hauteur de cet héritage. Je pense que Nolan il a un peu le problème. Donc il va faire God of Egypt, c'est-à-dire qu'il va refaire son grand film sur l'Exode. Mais c'est de la merde. Il va faire, je sais pas, Gladiator, il refait la chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, mais c'est une pub de gel douche quoi, c'est mignon mais surtout Ridley Scott a l'excuse de la sénilité, moi je trouve très récemment sur les aliens là Covenant c'est tu vois qui veut faire son univers à la Star Wars, un truc machin etc. Bon bref, on va pas parce qu'Alien justement parce que voilà, il veut expliquer Alien, tu vois, ce qui fait peur dans Alien c'est que tu ne sais pas pourquoi elle est là et là il t'explique tout un truc, la créature de l'homme et tout. Mais il a l'excuse de la sénilité. Nolan, il a pas cette excuse, tu vois. Nolan, je pense qu'il a eu le melon. Alors, je sais pas. Et quand tu dis pas trop de sa faute, forcément, quand t'es porté autant, tu vois, quand t'es autant glorifié. Il y a des réalisateurs qui arrivent à garder la tête froide. Il y a d'autres qui après. Et il y en a qui sont brillants, donc même s'ils gardent pas la tête froide, c'est pas très grave. On prenait l'exemple d'Edgar Wright, mais Edgar Wright, là actuellement, il y a eu une critique. Je sais plus si c'est les Arocs ou Télérama. Enfin bon, bref, les gagnants quoi encore, qui expliquaient que c'était un film, qui surfait sur son succès et que c'était son film le plus impersonnel, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Genre feignant quoi. Ouais. Or le mec c'est son premier succès, ses précédents films n'ont pas marché. Ils ont eu un succès culte ou critique. Et il sort surtout d'un énorme coup dur, c'est-à-dire qu'il s'est pas fait virer d'Ant-Man, mais il s'est barré d'Ant-Man. Il s'est barré quand même d'un truc qui aurait dû le mettre à l'international, parce que Edgar Wright c'est pas quelqu'un qui fait il fait des films d'initiés. La trilogie Cornetto, c'est vrai. Mine de rien, il y a quand même des prérequis pour bien comprendre ce qui se passe. C'est pas grand public. Moi je montre ça à ma femme qui a strictement rien à péter du cinéma, enfin pas autant que moi. Ça va pas la toucher pareil, il y a des trucs qu'elle va pas comprendre, il y a des références qu'elle aura pas. C'est des films qui sont assez hermétiques, presque au sens alchimique quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui vont. Il y a l'humour peut-être qui peut du coup quand même être plus fédératrice. Oui, mais derrière dans la façon de réutiliser les genres, de les détourner, enfin même pas forcément de les tourner, mais d'en faire des vrais pastiches en fait, de reprendre tous les codes. Je veux dire si t'as pas les codes, même en ayant vu des films de Michael Bay, t'as pas forcément assimilé les codes. Alors que nous, en gros geek, quand il fait le plan tournant dans Hot Fuzz, on sait ce qu'il fait. Le Body Movie Cop à la Bad Boys, le mec il refait Bad Boys, en plus il le cite dans le film. Mais voilà, il y a toujours, même le Body Snatchers, si tu sais pas ce que c'est un film de Body Snatchers, ce qui est le cas je pense de pas mal de monde. Les gens ont probablement vu des Body Snatchers, mais ils savent pas que le genre s'appelle Body Snatchers. Si t'as pas ça, si t'as pas les codes, tu peux pas comprendre. Baby Driver, pour le coup, c'est son film le plus ouvert. Et Scott Pilgrim, n'en parlons pas, parce que Scott Pilgrim, pour le coup, c'est vraiment un film extrêmement hermétique. Justement des codes jeux vidéo, culture geek, c'est tout ça, de BD. C'est une vraie œuvre pop et vraiment.
faire vraiment une synthèse et d'essayer de réinventer quasiment presque un langage, quoi. Mais tu vois, tu dis Edgar Wright, et moi j'aime pas énormément Edgar Wright, mais ce qu'il a, et on a parlé de Starship Troopers avant, moi les films que j'aime le plus, je crois, dans le blockbuster, c'est ceux qui peuvent être apprécié, alors peut-être pas autant, mais pour des raisons différentes, par le spectateur lambda qui veut se divertir, etc., où il aura un bon divertissement, et par le cinéphile qui va y trouver des choses, qui va avoir, tu sais, ce cinéma de l'intertextualité, entre guillemets, enfin, tu vois, qui va répondre, qui va reparler d'autres choses, qui fait vivre le cinéma en lui-même. Ouais. Je vois De Palma, tu vois, avant le film, oui. J'adore De Palma pour ces raisons-là aussi. Et que du coup, le cinéphile et le spectateur lambda, ils trouvent leur compte. Pour le coup, Baby Driver, c'est un film qui, à la fois, va jouer sur plusieurs couches, mais qui, je pense, au niveau du grand public, va fonctionner. Enfin, si c'est rythmé, c'est son premier vrai succès. Quand c'est bien rythmé, de toute façon, ça marche. Le rythme, c'est son premier succès. Et donc, je reviens à ma pensée, parce que j'ai encore pas mal dévié. Mais en fait, on a envie de parler de cinéma, du coup, pas de Dunkerque. C'est un mec qui, lui, n'a pas été un moment mis sur un piédestal. C'est pas un type à qui on a dit t'es un génie. Ah ouais, quelle aurait été sa carrière? Je pense qu'il est suffisamment solide et il a suffisamment de recul. La tête froide. Ouais, mais en même temps, il a la tête froide parce qu'il a pas enquillé des cartons. Hein. The World's End, ça a coûté moins cher que Scott Pilgrim, mais ça a pas marché non plus. Hein. Ça fait moins d'entrées, je crois. Alors vu que ça coûtait moins cher, je crois. Hein, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que ça a un peu moins bien marché que Scott Pilgrim, qui était déjà un désastre hein, qui était pas, ça n'a pas du tout bien marché. Ça a été très très mal distribué aussi, faut le dire. Mais les films en France d'Edgar Wright sont super mal distribués. Mais attends, et du coup, Baby Driver, là, c'est vraiment un gros carton aux États-Unis ou relatif, quoi? C'est son premier carton en fait. Je sais pas exactement, j'ai pas vu les chiffres récents et j'attends de voir ce que ça va donner en France. Mais apparemment, ça marche bien, quoi. Parce que tu vois, tu parlais de la suite de carrière de Nolan, de la réception publique. Interstellar a cartonné, alors quand même, il te propose un film, quand même un truc, un truc de quasiment 3 heures dans Interstellar, oui, voilà. Nolan, c'est quelqu'un qui va te sortir des pitchs de films qui ne devraient pas cartonner. Qui ne devrait même pas passer la barrière, et il a le poids pour faire passer ça. Mais c'est vrai que même quand il fait un Batman, il te le focalise sur le méchant plutôt que sur Batman, tu vois. Ouais. Et ça, finalement, je trouve que c'est plutôt bien qu'un mec comme ça ait du succès. Maintenant, ce serait bien que ça aille un peu ailleurs, quoi. Moi, j'aime bien qu'un mec soit, même s'il est un peu mégalo, tu vois, mais qui fasse son délire, qui décide de se péter un délire à 160 millions de patates. Très bien. Mais à un moment, il faut avoir quelque chose à raconter, il faut filmer surtout. Et là... Putain, j'essaie de trouver du coup. En fait, moi je me disais au début, ok, on va essayer de trouver une conclusion positive, mais on a commencé par les rares trucs positifs. La conclusion positive, c'est que ce genre de film puisse exister. Je pense que c'est vraiment. Tu veux dire pour la créativité, quoi. Même dans l'environnement actuel, Hollywood, où Edgar Wright, on en parlait tout à l'heure, mais il s'est frité avec ça sur Ant-Man. Il s'est retrouvé un moment à l'écriture, il avait développé pendant quand même quelques années le film. Et alors je sais, la version, il y a plusieurs versions, on le saura peut-être un jour exactement ce qui s'est passé. Ouais, mais je crois ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le scénario a été réécrit. Parce qu'entre temps, il a fallu rajouter les personnages du Marvel Cinematic Universe dans Ant-Man. Donc il a fallu, je sais pas quel caméo il y a, je l'ai vu au ciné en plus et je l'ai complètement oublié, genre 10 minutes après. Mais en tout cas, voilà, il a fallu raccorder tout ce bordel au MCU. Et là, Wright a dit, ok, faites la réécriture, on verra. Une semaine après, le script revient, et là, il voit que tout a changé, en fait, tout ce qu'il avait mis en place a changé. Et c'est lui du qui coup, s'est cassé, il dit, là, je me casse, quoi. Il a dit, oui, c'est lui qui s'est cassé, ouais. Tu veux dire que pour une fois, ce qu'on disait aussi avant le film, on aurait pu avoir à nouveau, ce qui paraît depuis des années, un auteur qui te fait un film de super-héros. Mais c'est on est reparti à dériver sur Marvel. J'ai l'impression que je peux pas faire quoi que ce soit sans taper sur Marvel, mais en même temps, ils cherchent la merde. Actuellement, c'est l'espèce l'idée de faire des franchises comme ça, qui sont toutes interconnectées. C'est la nouvelle mode à Hollywood. Hein. Je veux dire, là, t'as le Monstroverse de Legendary avec Kong Skull Island, King Kong et King Kong versus Godzilla, et le prochain King Kong où il y aura King Ghidorah. Enfin, voilà. Il y aura la lamentable tentative de la momie. Je l'ai pas vu. Je suis resté loin de ça. Hein. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu aller le voir, mais parce que j'aime encore un petit peu Tom Cruise en tant qu'acteur. Et j'ai pas. Tu veux garder l'image de ce jeune avocat ou de type qui joue avec ses cocktails. Enfin. Voilà. Et on a ça. Et d'un autre côté, t'as Nolan qui a encore le poids pour faire Nolan, mais comme Spielberg, qui va sortir un film qui n'est pas une franchise, alors c'est une adaptation de livre. Oui, c'est vrai, de pas être dans soit un reboot, mais un remake. Ça reste marginal désormais. Ces mecs-là sont devenus marginaux. Alors qu'il fut un temps,
voilà, même un Roland Emmerich, à un moment, tu pouvais dire, il sortait des trucs originaux, quoi. Faut quand même, merde, quoi, Roland Emmerich qui sort un truc original, faut le faire. Pour qu'on en vienne à regretter, finalement. Donc c'est ça, c'est que un truc comme Dunkerque sort dans ce contexte-là, et c'est bien que ce film puisse exister. C'est cool de voir qu'il peut y avoir autre chose qui sort du carcan. Voilà, le film c'est autre chose, quoi. Le film en lui-même, tu vois, moi il m'a fait même, tu vois, il te fait reconsidérer pas mal de choses mauvaises. Pour te dire, hein, il m'a presque fait reconsidérer Denis Villeneuve. J'ai toujours dit que c'est du sous-Nolan, Denis Villeneuve, et que là où Nolan fait de la tension, il fait de la lourdeur. Et en fait, là je me demande si c'est pas Nolan qui devient un sous-Villeneuve, tu vois. Je sais pas, ouais, alors Villeneuve c'est autre chose, hein, mais Villeneuve, lui, je pense que c'est un mec qui a besoin de reconnaissance de malade. C'est un tâcheron. C'est un tâcheron, c'est qu'il est un foutu de torcher quoi que ce soit, et il fait des pubs, quoi. Je pense que c'est un type qui a pu savoir avec Zack Snyder qu'avec Nolan. Nolan c'est un fétichiste. Je comprends le fétichisme. On en parlait au début avant la séance. Du matériau, du truc artisanal, de la pellicule. Il a une idée du cinéma qui est très très matérielle. C'est-à-dire que lui, il va falloir des choses en dur, il va falloir de la péloche, et c'est une idée qui est... j'ai envie de dire, là pour le coup c'est vraiment du fétichiste, un peu à la Tarantino aussi. Hein. J'allais dire, il y en a quelques-uns, tu vois, des espèces... Paul Thomas Anderson, il le met moins en avant, mais pareil, c'est un mec qui est très attaché. Même Spielberg, c'est quelqu'un qui avait déclaré à un moment que ce serait le dernier à tourner en pellicule, et il s'est mis au numérique aussi comme tous les autres, il a fini par faire un film en perf cap. C'est quelqu'un qui a toujours malgré tout réussi à évoluer, au moins à s'essayer. C'est peut-être Nolan le dernier à rester en pellicule en fait. Peut-être, je sais pas si son film cartonne déjà. Mais... en fait je sais ce qu'il voudra faire, vu que sa quête de reconnaissance, de d'être un grand auteur dans l'histoire du cinéma, il va te faire le film, tu sais, comme là a fait Gray, son film d'exploration dans la jungle, tu vois. Oui, mais j'ai toujours pas vu The Lost City of Z. Mais moi je suis très très fan de James Gray, c'était j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup James Gray, quoi, de tout. The Immigrant un peu moins, mais... J'ai pas vu The Immigrant, ouais. Little Odessa par exemple, c'est le dernier que j'ai vu et que j'avais trouvé super, quoi. Enfin ouais, il va faire son film, comme on dit, son Aguirre, quoi, tu vois. Oui, bah oui. Il va vouloir faire ça, Nolan. Je sais pas. Je pense qu'il vient de le faire, j'ai l'impression. Ah putain. Ouais, il a fait son 2001 et là il fait son Aguirre, quoi. Bah, en tout cas, je pense que j'aimerais bien parce que moi j'aime bien son début de carrière, mine de rien. Je sais, Le Prestige, même dans une moindre mesure, Inception. À la rigueur, je trouve le film vachement lourdingue, mais la proposition est intéressante, c'est déceptif, mais malgré tout, il y a des choses qui restent. Mais tu vois, quand t'as tout qui est en train de péter, qu'il a fait ça dans les rues de Paris, quand l'hôtel, pareil, le temps s'effondre et qu'en fait, il a fait un gros truc sur piston et tout, et ça rend quelque chose de bien, en fait, parce que du coup, tu vois, ouais, t'y crois. Après, chez Nolan, je trouve que c'est du fétichisme, quoi. Alors pour placer George Miller. Putain, j'avais ma conclusion où j'allais placer George Miller pour toi. Désolé, alors je t'ai grillé la priorité, je suis désolé. Donc lui, quand il fait Mad Max Fury Road, derrière, s'il a besoin vraiment de faire péter des bagnoles, il le fait, et tu sens finalement derrière, il y a quelque chose d'assez viscéral. Il n'y a rien de viscéral chez Nolan. Non, surtout là. Il peut y avoir des moments un peu viscéraux. Par moment, il y a des moments où il se passe un truc, tu vois, où il y a même à l'image la scène où dans Le Prestige, quand il se fait péter le doigt. Ouais. Tu sens quelque chose, t'as mal pour lui, tu vois le sang couler et tout, c'est fait en dur. C'est peut-être anecdotique dans tout le film, mais mine de rien, là dans Dunkerque, il n'y a rien. Il n'y a aucun moment où c'est la guerre, quoi. T'as pas de danger. Enfin, il y a du danger, c'est que les personnages sont dans une position de danger mortel et il n'y a aucun moment tu ressens ça. Même cette séquence quand il arrive un peu claustro, là, quand ils sont enfermés dans la coque et qu'il y a des balles qui sont tirées. À la limite, ça, si, c'est peut-être le seul moment, je trouve, et je voulais qu'il y ait plus après. À peu près réussi, mais c'est long, ça s'étire inutilement dans la longueur avec le pilote qui est dans son avion qui commence à couler aussi. Où là, effectivement, tu commences à suffoquer parce que t'es enfermé dans un. Et là, les séquences sont réussies, peut-être parce que aussi la géographie de l'espace fait qu'ils pouvaient pas faire autre chose, quoi. Et du coup, là, on comprend ce qui se passe parce que c'est un espace clos. Voilà, t'es dans un espace clos, t'as l'eau qui monte. Je veux dire, là, c'est vrai que c'est pas compliqué de faire un truc. Mais bon, là, voilà, on va pas non plus bouder notre plaisir. Quand ça marche, ça marche. Et c'est bien les seuls moments où il se passe un truc. Tu te dis, les personnages sont en danger et ça cut sur les types dans le bateau, puis ça cut sur le mec dans son avion, puis ça cut. Puis au moment donné, ce serait bien d'arriver à une conclusion parce que ça commence à être un peu long là. Très très long. Et tout le film, c'est ça, c'est que on t'étire, on étire. Je sais pas, il a essayé. Il y a des moments, j'ai presque eu l'impression qu'il s'est dit, je vais essayer de refaire. Il était une fois dans l'Ouest au début et étirer au maximum, faire monter la tension pour qu'il y ait. Mais sauf qu'il n'y a rien. La tension mène à rien, ça mène à un plouf dans l'eau, quoi. C'est ça finit même pas par, tu sais, le truc à la Tarantino là dans Hateful Eight, de faire monter et qui dit je veux faire durer le plus longtemps possible les préliminaires. Ouais. Et pour arriver, là t'as même pas un début. Enfin là, le mec et la meuf se sont même pas déshabillés, quoi. Ça reste au jeu, ça reste au jeu de regard dans la rue, quoi. Il n'y a même pas eu de touche pipi, quoi. Ah non.
Donc, il y a pas et encore moins de coït. Enfin, mais il y a quand même il y a des séquences qui théoriquement devraient être spectaculaires. Tu vois quand même un bateau se coucher, etc. Et donc la manière dont c'est filmé, t'as l'impression que le truc est toujours en fait c'est tourné à revers, donc tu vois jamais vraiment le bateau couler. Et en fait, tu vois au début de la scène qu'il commence à pencher et t'arrives à la fin, tu le vois couler et tu vois pas l'intermède, tu vois pas le. ça c'est le montage. Non, parce que pour le coup, Tu je crois crois que qu'il c'est un seul il plan. a dû le filmer. Enfin, il y a aussi un plan à la toute fin avec qui est censé être un mais montage après, t'as le alternatif truc entre de loin. deux dogfights. L'un avec Tom Hardy et l'autre un avion qui fonce sur la jetée sur laquelle notre bon ami Kenneth Branagh est vissé. Je pense qu'il doit être vraiment vissé. Lui, elle est cool. Putain, il a. Et tu vois le truc arriver et t'as la tronche de Kenneth Branagh qui dit oh putain ce serait bien que je me casse mais non je vais rester parce que je peux pas bouger. Et en fait au moment où t'as les tirs c'est hors champ. C'est les tirs de l'avion, alors il y a une espèce de micmac entre les deux, et tu mets, la séquence, elle est. Mais tu sais rien compris quoi. Tu sais que tu viens de m'apprendre parce que moi, en fait, j'ai capté. Moi, jusqu'à la dernière seconde où ils se mettent à couvert, je croyais que c'était Tom Hardy. Je croyais que c'était lui qui venait les sauver. Et pourtant, t'as repère parce que le moteur de Tom Hardy est arrêté, donc il plane. Et l'autre, c'est un avion allemand, tu le vois. Et oui, effectivement, t'as une espèce de montage pareil entre les deux. Et t'es paumé. Et il y a cette espèce de moment qui est censé, je sais pas, parce qu'il a voulu faire jouer sur peut-être, je sais pas. C'est un moment où tu vois un avion tirer, et en fait c'est la séquence de Tom Hardy. Sauf que t'entends tirer dans la scène avec Kenneth Branagh, et tu vois l'avion exploser, tu sais pas. Mais quand bien même ce serait mieux monté et on comprendrait, ce serait quoi? Ça voudrait dire quoi? Je veux dire, quand tu fais un montage alterné à plusieurs moments, c'est que tu veux montrer un lien entre là en les fait je pense personnages. que c'est du suspense. C'est juste en fait il y a un moment, il voit l'avion arrive. Il y a Tom Hardy qui, son avion est en... C'est un truc tout con, hein. C'est vraiment une séquence toute conne. C'est que t'as un avion qui arrive pour tirer sur la jetée. Au moment où il est à portée de tir, les mecs se disent c'est foutu, on va se faire tirer dessus. Et il y a, comment il s'appelle, Tom Hardy qui arrive à la rescousse avec son avion. Il arrive à tirer alors qu'il son avion... C'est juste ça en fait. Mais c'est monté de manière tellement alambiquée. Parce qu'en plus, on a ça après la séquence. Mais surtout qu'on te l'entrecoupe avec un autre avion qui vient tirer sur le bateau qui est ailleurs, alors qui est pas au même moment. Putain. Et en fait, le moment où Tom Hardy tire sur l'avion, il est hors champ. C'est-à-dire que tu ne le vois pas. Tu vois juste les mecs applaudir l'avion de Tom Hardy qui plane. Et c'est là que tu piges en fait ce qui s'est passé. Tout le film, c'est ça. C'est que là, la majeure partie de l'action est hors champ. Soit un bout d'écran, tu vois une explosion, tu vois. Alors les soldats sont bons qu'à se baisser, ils font du step, hein. Et c'est tout quoi. C'est vraiment hors champ. Ou alors t'es perdu dans t'es perdu constamment. T'es perdu dans la géographie, t'es perdu dans le temps. Ah d'accord là en fait. Ah bah non ça colle pas. Les moments intéressants se passent hors champ. J'ai l'impression que le mec s'est raté sur à peu près tout ce qu'il a essayé de faire. C'est ça. Ouais c'est ça ce que je dis. Le mot que je dis c'est une catastrophe tu vois. Ouais oui. Je pense encore une fois ça va mûrir, on va peut-être voir des qualités au film qu'on n'est pas capable de voir maintenant. Qu'on va voir des merdes pires et qu'on va se dire putain finalement peut-être aussi ouais. Mais tu vois tu m'as dit, on parlait juste avant que le film commence tu me disais de Baby Driver et que tu dis ouais il a consulté George Miller etc. Et je pense que Nolan aurait peut-être dû consulter George Miller. Il aurait dû consulter Spielberg au lieu d'essayer de le singer à un moment. En plus t'as vu il te reprend le truc Spielbergien des regards et sauf que tu sais même pas dans le regard du mec tu vois quand il voit l'avion arriver est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est mon sauveur arrive. Et sans déconner, j'ai revu il y a pas longtemps Independence Day qui passait à la télé. Là, le truc Spielbergien des regards, moi j'aime beaucoup, tu vois. Allez, on a la limite du plaisir coupable, mais j'aime beaucoup Independence Day. Et là, ce truc des regards fonctionnait. Et là, même ça, qui est quand même un procédé, pas un symbole, mais un motif extrêmement efficace. Même là, ça marche pas. Bah. Parce que quand c'est Spielberg qui filme, c'est Spielberg qui filme quoi. Je veux dire, il y a un moment. Il te filmerait un tabouret, ce serait passionnant quoi. Il te fait les regards, puis à un moment t'as le contre-champ. Et le contre-champ est à la mesure de l'intensité du regard. C'est pas un peu foireux. Là, il n'y a pas de contre-champ. C'est-à-dire que t'as le regard sur Kenneth Branagh qui est sur une caméra fixe, enfin ça bouge pas quoi. Il y a pas de. Puis là, il fronce des yeux, il a fait un truc à la de Maximi, tu sais, j'ai à dormir chez vous, une caméra fixée sur sa tête. Peut-être, ouais, c'est ça, et il se contente de tourner. Il est fixé aussi, quoi. Il y a cet acteur anglais, parce qu'il y a un casting 3 étoiles quand même, hein, qui est sous-exploité. Cillian Murphy, j'ai mal pour lui, quoi. Le mec, il se contente de se mettre en PLS dans un bateau, et il fait ça tout le long du film, c'est tout. Il fait que ça. Putain. Il ne fait. Alors, il se passe qu'il y a un truc intéressant, on dirait toujours une fois, il y avait un truc intéressant. C'est vraiment le truc, c'est pareil, t'en as rien à péter. T'en as un foutre, mais tu vois, ça pourrait être, bon, ça peut-être pas le spoiler, pas spoiler, mais tu vois, un truc intéressant du mec, tu te dirais de base, bon, c'est vraiment une merde, j'ai envie qu'il meure, et en fait, tu comprends que c'est plus compliqué que ça, et qu'il est complètement perdu, et qu'il a peur. C'est pas, les personnages parlent de la peur. Ça mène à rien, il y a une péripétie sur le bateau avec les mecs qui. Et t'en as rien à péter. Je veux dire, ça ne mène strictement à rien, et ça prend une place énorme dans un film qui avait pas forcément besoin
C'est terrible quand même, c'est l'un de ses films enfin je sais pas si c'est pas c'est son plus mauvais. Enfin, je crois que... Non mais en termes de durée, est-ce que c'est pas un de ses plus courts? Je sais pas. The Following, je crois qu'il est court. Hein. Ouais. Je crois que c'est ou surtout d'avant Noodles ou Needle, un truc comme ça, qui doit durer 1h et quelques. 1h45 actuellement dans la norme des blockbusters qui court. dure 2h30. Enfin, je sais pas, il y a eu Transformers 5, alors j'ai malheureusement pas vu. Non, j'ai raté aussi malheureusement. Mais bon voilà, chez Michael Bay c'est 2h30, tu vois. Là c'est 1h45, donc tu te dis, habituellement oui il me semble que c'est assez long quand même. Là 1h45 tu te dis, ça va être peut-être un peu plus ramassé. Non, ça s'étire, mais c'est... C'est son film le moins bien rythmé, celui où il raconte le moins de choses, où les personnages t'en as le plus rien à foutre. Franchement, c'est vraiment son plus mauvais film, quoi. Je sais pas, on peut pas rajouter grand chose. Allez voir Baby Driver. Du coup, c'est ce que j'allais dire pour qu'on reste pas mal. Demain matin, je vais voir Baby Driver. Et si la séance est pleine, allez voir Dunkerque, comme ça après vous aurez encore plus envie d'aller voir Baby Driver. Non, puis c'est un film finalement, tu vois, c'est qu'on aime détester. Quand tu vois ça, tu te sens intelligent en sortant parce que tu trouves que c'est de la merde et t'as compris pourquoi c'était de la merde. Ouais, je sais pas, Tu te sens un peu pris pour un con, mais... Bah même pas, non, même pas. Je veux dire, même il y a des films qui sont extrêmement prétentieux et tu peux, je sais pas, il y a des nanars prétentieux sur lesquels tu peux derrière gloser et je sais pas, il va y avoir un film sur The Room de Tommy Wiseau quand même, quoi. Voilà, on en est là, quoi. Donc bon, il y a des moments où oui, tu vas voir des films sur lesquels mais là, moi, on en a quand même parlé pendant quoi, 1h30 là. Attends, j'ai regardé, ouais. Tu sais que... Une petite erreur. Tu sais que mon montage, voilà, quand je fais à deux, je fais un format un peu long, je vais faire 15-20 minutes. Surtout que j'ai envie de faire un truc plus long en fait. La norme, genre la norme des podcasts, nos ciné, je sais pas si tu connais Cinéma est mort des mecs de Rennes. Oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font et tu vois, c'est des formats, c'est très long. C'est très long, mais tu vois, c'est des formats longs. Godard aussi. On connaît. Mais c'est pas eux. Non, Antoine Godard. Non, c'est des potes. Ah oui, non, je suis leur page Facebook, mais j'ai jamais écouté. Après, ça dépend des films, parce qu'ils sont sur les. Mais ouais, moi j'aime beaucoup aussi. Moi, Cinéma Mort, c'est celui que je préfère écouter, tu vois. J'écoute pas souvent, mais ouais, j'écoute de temps en temps, c'est vrai que c'est bien. Ah bah, ils aiment bien placer. Ah non, c'est Mel Gibson, c'est pas Mel Gibson, oui, ils sont fans de Mel. Mais du coup, ceux qui m'ont fait regarder Hacksaw Ridge, j'ai dit putain, comment je peux passer à côté de ce film en 2016, c'est exceptionnel. Mel Gibson, c'est ça, c'est contrairement à Nolan, ce mec-là, il a un truc à raconter. C'est-à-dire quand tu veux faire un alors film. qu'il est sûrement moins malin que Nolan, tu vois. Ou en tout cas, il se prend moins pour un malin. En fait, le problème, je pense, de Nolan, c'est qu'il n'a pas vraiment d'envie de cinéma, il a des envies de sujet. C'est-à-dire qu'il a envie de traiter d'un truc, et je suis même pas sûr qu'il ait envie. Ouais, non, même pas. Non, je dis peut-être une connerie, parce que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a une vraie envie de cinéma derrière. Dunkerque. C'est-à-dire qu'il a vraiment envie de faire un film de guerre avec de la tension. Si j'ai envie de faire un truc avec un moment, une séquence de tension qui va durer comme ça sur 1h45. Et Gibson, c'est ce qu'il fait. Gibson, lui, quand il fait Apocalypto, il dit j'ai envie de faire une course-poursuite. Ouais. Et j'ai envie de faire une course-poursuite à pied. Et je vais faire ça où? Je vais faire ça chez putain de Maya. Et puis il te sort un espèce de d'ovni définitif, un truc que tu te prends dans la gueule, tu vois 5 fois et t'as toujours pas vraiment. C'est hallucinant, tu te dis mais comment il a fait ça? Il y a des plans, tu te dis comment il a fait ça? C'est vraiment un truc qui te prend aux tripes. Ah bah, tu peux couper les sous-titres, il y a des moments où tu as vraiment, là c'est viscéral vraiment. Là lui il arrive à s'affranchir du langage en fait. Il arrive à te remuer les tripes, alors que ce soit en montrant lui-même de la tripaille ou tout simplement en mettant le nez dans la merde quoi, il y va. Son film, t'es vraiment à hauteur et pour faire ça il faut faire du cinéma, c'est-à-dire que il suffit pas de filmer de la merde ou filmer des cœurs arrachés, c'est qu'à un moment il faut se mettre à un niveau d'un personnage, il faut un parti pris, il faut quelque chose. Là, il va y avoir... là, il manque de parti pris, Nolan, il n'y a rien dedans. Le prochain film, on peut peut-être conclure là-dessus, mais moi, la bande-annonce que j'ai vue, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est celle du prochain Joe Wright, pour boucler avec Reviens-moi, Atonement en anglais. Ouais. Là... c'est un biopic de Churchill, donc ça va traiter aussi de la Seconde Guerre mondiale et probablement de cet épisode-là. Et en fait, dans la bande-annonce, il semblerait que le parti pris pour filmer la guerre, ce soit de faire uniquement des plans vus de dessus. Alors, ça peut paraître un peu malin dit comme ça, mais connaissant Joe Wright, qui est quelqu'un qui chorégraphie parfois, qui fait des chorégraphies de malade, si vous avez l'occasion de voir Anna Karenine, même si le sujet vous emmerde un peu, parce que c'est vrai que attends, est-ce que j'ai vu, je me demande si j'ai vu un film de Joe Wright en fait. Bah, vois au moins Reviens-moi, vois Anna Karenine. Bon, on va dire qu'on a conclu. Bon, je te laisse te démerder pour la conclusion. Grosse déception. Pour le montage aussi, je vais essayer de faire mieux que Nolan. Essayer de pas dilater le temps comme lui. Allez voir Baby Driver. Ouais, bah du coup, voilà, c'est ce que je vais faire demain matin. Ouais. Et je pensais pas, il y a une semaine, me dire que j'aurais hâte de voir Baby Driver et que je serais déçu en sortant du Nolan. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Donc c'est cool. Voilà.
C'est cool. Et du coup, merci. Bah, de rien. J'aurais aimé qu'on voit un bon film et qu'on soit pas d'accord. Mais c'est aussi agréable d'être d'accord avec quelqu'un, c'est rassurant, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Je me serais senti un petit peu seul, du coup, tu vois. Non, mais Avatar, en plus, c'est un truc de non-cinéphile, tu vois. Je vois moins les cinéphiles taper dessus, s'acharner dessus. Et c'est un truc un mec, une fois, m'avait verbalisé ça dans un bar. C'est qu'en fait, vu que le cinéma est très accessible, c'est une espèce de snobisme de beauf. Et en fait, qui veulent se faire mousser. Et tu vois, qui vont chier. Titanic, combien de fois des gens m'ont dit, mais comment tu peux aimer le cinéma et être fan de Titanic? Parce qu'en termes de rythme, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas censé être accessible. Enfin, c'est un film qui est accessible parce que c'est Cameron et que c'est quelqu'un qui a déjà très envie de divertir les gens. Non seulement ça, mais surtout qui est un scénariste de fou. Enfin, Avatar, j'ai lu le scénario et qui est différent du film. C'est l'un des rares scénarios parce qu'il y a une version longue et elle était limitée par. C'était une limite physique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dépasser les 2h48, je crois, puisqu'il tournait en pellicule en 70 mm. Enfin, en tout cas, le film, pour la projection IMAX qui n'était pas numérique, ne devait pas durer 70. Ah ouais, ah oui, je disais, c'était technique carrément, vraiment très 2 heures et quelques, parce que les bobines à un moment sont pas assez grandes, tout simplement. Et maintenant qu'on est en numérique, il aurait pu faire son film plus long. D'ailleurs, il a sorti une version longue qui était ressortie en IMAX. Putain, j'ai pas vu la version longue. Il y a combien de temps Elle de est plus? pas extraordinaire. Je préfère la version longue en Blu-ray. Ouais. La version longue ciné, avait une scène en plus, une scène d'un festival de la chasse avec les navis, donc qui est assez impressionnante, pareil, mais narrativement, ça portait pas grand-chose. Pas grand-chose. Les apports les plus intéressants sont dans la version longue Blu-ray, je pense. Qui notamment même le personnage de Trudy Chacon, Michel Rodriguez, et je crois un petit peu plus développé parce que le personnage a une relation amoureuse avec Norm. Enfin, encore une fois, c'est de la fluidité, c'est-à-dire que le mec va te faire un film de 2 heures sur un bateau où tu connais la fin. Et en plus, il te la grille, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est génial chez Cameron. Et c'est qu'en plus, ça s'ouvre dessus, quoi, pour les 2-3 au fond qui savaient pas. C'est qu'en fait, t'avais un truc inédit à peu près dans Titanic. Il y a une chose qu'on savait pas vraiment, c'est nous on a tous l'image du Titanic qui coule comme ça, comme un bouchon, c'est-à-dire qu'on le voit en entier puis blouf, voilà. Et en fait non, il s'est pété en deux et c'est quelque chose apparemment qu'il a découvert en allant lui-même. Ah bah oui, avec son des sous-marins. Le mec il était carrément filmé. Et donc au tout début, on a sur le Keldysh, qui est d'ailleurs le bateau de l'expédition de Cameron, joué par comment il s'appelle, Bill Paxton, regretté Bill Paxton, RIP d'ailleurs, qui est mort il y a pas très longtemps. Qui joue James Cameron en fait. Bill Paxton, c'est l'avatar de James Cameron. Ouais. C'est le type qui arrive, l'espèce d'explorateur qui veut aller retrouver. Qui veut aller voir l'épave, mais il sait pas trop pourquoi et il va comprendre à la fin en fait. Une fascination. Il va comprendre ce qui s'est passé, il va revivre le drame. Et en fait, il y a un moment où le personnage de Monsieur Bodine, qui est le meilleur pote de Cameron, donc pote de plongée. Le mec tout barbu là qui explique que c'est un pote de Cameron en fait. Et donc le mec explique à un moment que le bateau, avec une petite animatique 3D, donc voir ce qui s'est vraiment passé. Donc je vous grille la grosse scène de fin avec une animatique. Je vous dis regardez, donc ça c'est le bateau, il surnage, boum, il se pète en deux et il coule. Et là t'es mec, tu viens cramer ton climax quoi. Je veux dire, on savait que le bateau coulait et en plus tu le crames. Et là t'as le personnage de Rose qui expose la note d'intention qui est simplissime et qui est pourtant extrêmement compliquée à mettre en place. Elle dit, oui, alors c'est un peu agacé, elle dit, c'est bien joli votre truc, Monsieur Bodine, mais vous comprenez bien qu'à vivre l'expérience, c'est quelque chose de complètement différent. Là, de mémoire, tu dois avoir le travelling sur ses yeux qui dézoome sur Rose jeune. Ouais. Et à partir de là, je crois que le truc se passe plus ou moins en temps réel. Non, le temps réel, ça va être à la toute fin sur l'iceberg. Mais en tout cas, à partir de là, tu as le bateau qui commence et tu as facilement tout un film qui est là juste pour te... En fait, c'est ça que j'aime bien chez Cameron, c'est qu'il va faire un film entier pour un moment. C'est-à-dire que chez Cameron, il va faire un film entier avec 2 personnages, une espèce de relation amoureuse impossible qui va se terminer par un désastre digne de la fin du monde. C'est-à-dire qu'il met tout en place pour que tu aies une vision apocalyptique à la fin. Avec un monde, avec ses couches qui sont séparées, ses luttes politiques, ses luttes mythologiques, etc. Il te met vraiment en place un truc de malade pour tout faire péter à la fin. Et c'est elle qui fait couler le bateau à la toute fin. C'est-à-dire que c'est elle, à un moment, en détournant le regard des vigies. Donc, dans la diégèse, les mecs ne voient pas l'iceberg parce qu'ils regardent Jack et Rose en train de s'embrasser. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est quand elle embrasse Jack, c'est-à-dire qu'elle elle fait péter les gonds de la machine. Elle est dans un monde ultra huilé, avec ses castes, et elle décide de briser elle brise quelque chose qui fallait cette pas chose-là en tombant amoureuse de quelqu'un qui n'est pas de sa caste, et donc elle fait péter littéralement, elle fait voler en éclats le monde. C'est elle qui fait... Putain, en fait, c'est ça que Cameron voulait faire avec Titanic, quoi. Mais non, même encore, ce qu'il voulait faire, c'est juste terminer sur Rose, sur son petit bout de planche avec Jack,
et lui dire au revoir, le lâcher dans l'abysse, et elle se dire moi j'ai envie de survivre et de nager. C'est un personnage qui veut mourir tout le long du film, et elle a toute fin. Quand elle a la chance de mourir, elle veut vivre. Parce que le personnage de Jack lui a redonné l'envie de vivre. Et tout le film mène à ce moment. Jusqu'à ce final où Cameron fait ce qu'il a déjà fait dans Abyss, c'est-à-dire qu'il filme l'après-vie, elle se fait réanimer. Mais tu as ce plan-là. Et Cameron fait la même chose dans Titanic, où à la toute fin, tu as le travelling qui part sur ses photos, où tu vois qu'elle a eu la vie remplie qu'elle avait promis à Jack, qui fonce vers les abysses et retourne avec les... c'est-à-dire qu'en fait, elle a... Que son esprit, elle est toujours là-bas. En fait, elle a accompli ce que les morts du Titanic n'ont pas pu. Elle a vécu pour tous les gens qui sont morts. C'est-à-dire qu'à la toute fin, elle les rejoint, parce que du coup, elle aussi, elle a vécu le naufrage. Elle aussi, c'est une naufragée. Et qu'elle fait partie d'eux, et elle leur a amené une sorte de rédemption. Et que lui a donné en ayant une vie, en fait. Donc tout ça. Et le mec il te fait ça. C'est-à-dire que Cameron, Nolan n'est pas capable de ça. Vas-y, conclusion, plutôt aller voir d'un cadre, revoyez Titanic. Non mais on a défié comme des cochons. Hein, mec, on est parti de quoi? Là tu vois, on a gardé le cadre du cinéma, on a réussi à garder le cadre du cinéma. Non mais c'est bien, on est parti de Dunkerque et on est arrivé sur Cameron. Je pense que c'est une bonne façon de finir la soirée. Et puis on est passé par Spielberg, tu vois, deux, trois personnes qui ont des trucs intéressants à dire. Edgar Wright, beaucoup d'Edgar Wright. Je vous ai dit d'aller voir Baby Driver. Allez voir Baby Driver. Je suis pas sûr, donc dans le doute, allez voir Baby Driver.